Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022, au sommaire ce soir. Direction Aix-les-Bains, pour débuter. La barre d'immeubles historiques de la cité Marlios, devenue trop vétuste, fait l'objet d'un important programme de rénovation. Déconstruire pour mieux reconstruire, tel pourrait être le credo de la municipalité et de l'OPAC, propriétaire du bâtiment. Et puis nous parlerons de Megève avec Hélène Madec, la directrice de l'Office du tourisme. La station s'apprête à vivre un week-end 100% frisky avec les finales de la Coupe du Monde de ski de boss et une nouvelle édition du Back-to-Back Frisky Invitational. Colosse de 160 mètres de long, la grande barre d'immeubles de la cité Marlios à Aix-les-Bains est en cours de destruction. Sorti de terre à la fin des années 50, le bâtiment, qui abrite des logements sociaux, était devenu trop vétuste. Les travaux de rénovation sont donc sur le point de débuter. Les précisions de Lucas Ruche sur ce projet de grande ampleur dans ce reportage. C'est un jour symbolique pour toute la vie d'un quartier. Ce mercredi 16 mars 2022 a eu lieu le premier coup de pelle de la déconstruction de la barre d'immeubles de la cité Marlios. Cet emblème du quartier qui surplombe les hauteurs d'Aix-les-Bains logeait jusqu'en août dernier 144 familles. Émus, ils étaient nombreux à saluer une dernière fois leur désormais ancienne maison. Ça fait un peu bizarre, on a encore du mal à y croire, perso. Donc voilà, on va dire 40 ans que j'ai vécu ici, mes parents un peu plus longtemps. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, on perd un peu une partie de notre histoire, quoi. J'ai vécu là pendant plus d'1 an et demi avec mes 3 enfants. Donc c'est une page qui tourne, mais fallait qu'elle se tourne cette page. C'était un monument. Voilà, c'était Marlios a eu son histoire, comme beaucoup de choses. Et... Ah mais il n'y a aucun problème. Toute chose a une fin et là c'était vraiment très fort. Construit à la fin des années 50 par l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, la cité Marlios avait initialement pour but de loger les salariés de l'entreprise La Savoisienne, devenue aujourd'hui General Electric. Trop vétuste, le quartier avait été classé prioritaire en 2014 par la ville d'Aix-les-Bains. Les grands travaux de modernisation ont alors pu être lancés. On a une phase assez longue, plusieurs années de candidature, d'études, de recherche de financement, de partenaires, de reconnaissance par l'État. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase qui commence, la phase opérationnelle, la phase de travaux, de chantier pour plusieurs années, qui commence par la déconstruction de cette barre de la cité et ensuite de construction de nouveaux petits immeubles, de voiries nouvelles et de services publics de proximité, sans oublier le soutien au commerce. C'est l'occasion de remettre en place, de créer des parcs urbains qui feront la liaison entre l'école, la maison de quartier, le commerce, l'habitat, donc avec des circulations piétonnes, avec une desserte d'habitat bien plus implantée dans la nature. Là, on voit beaucoup de béton, des garages en superstructure, une barre. Donc là, on aura des immeubles d'une taille beaucoup plus modeste, beaucoup plus respectueux du caractère pavillonnaire du quartier. En tout, 5 ans de travaux et 50 millions d'euros seront nécessaires pour que le quartier populaire de Marlios reprenne vie. Le 1er janvier dernier, un éboulement avait sérieusement endommagé la route d'accès au hameau de Bionnassé à Saint-Gervais. D'importants travaux de sécurisation ont eu lieu depuis pour permettre la réouverture de la route cette semaine. Le chantier d'un coût de plus de 700 000 euros, financé par le département de la Haute-Savoie et la commune de Saint-Gervais, aura donc duré au total 2 mois et demi. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place par Hugo Guérez. La première a été de sécuriser la zone de départ par l'abattage des arbres qui étaient en tête de falaise. La seconde s'est déroulée en descendant au milieu du couloir. On a conçu et monté un écran avaloir qui permet d'intercepter toute chute de bloc sur une hauteur de 10 mètres. Et ainsi faire perdre l'énergie aux blocs de pierre qui dévalent le couloir. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'en fait c'est un dossier qui est un beau dossier de solidarité, de travail en commun, de rencontres entre des entreprises, entre les services de secours, des habitants, avec une vraie compréhension des habitants et un vrai travail très professionnel des entreprises. On a la chance dans notre département, dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc, on a la chance d'avoir des entreprises qui sont des vrais sachants et avec lesquels on peut travailler en toute confiance. Je suis venu ici pour constater très franchement qu'en 2 mois, de la gestion de crise, mairie, gendarmes, pompiers, tous les acteurs et les habitants de Bionnassay,
à la réactivité de la mairie de Saint-Gervais pour démarrer des travaux quand même très compliqués, très complexes, en montagne, dangereux, très rapidement. Et la livraison 2 mois et demi après, chapeau. Direction Genève à présent, où un restaurant aide à l'insertion professionnelle. Dans cet établissement se côtoient des entendants, des malentendants et des personnes sourdes. L'objectif est d'offrir une mixité dans l'équipe et de sensibiliser au handicap. Les clients peuvent aussi être initiés à la langue des signes, une initiative à louer alors que les personnes atteintes de surdité sont très fortement touchées par le chômage. Manon Toiti a pu rencontrer la responsable communication du restaurant Vroom. On l'écoute. Le principe du restaurant, c'est qu'on a un restaurant inclusif, en fait, c'est-à-dire qu'on veut inclure les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes entendantes, en fait, pour favoriser la mixité entre les deux mondes. Et la particularité de notre restaurant, c'est aussi qu'on a pensé l'architecture par rapport au handicap de la surdité, c'est-à-dire qu'on a installé des tables rondes, on a un sol et un plafond qui sont phonants absorbants, et on a aussi des buzzers sur les tables pour pouvoir appeler les serveurs, en fait. Et puis une ouverture entre la salle et la cuisine pour pouvoir communiquer plus facilement en langue des signes. On a Caroline qui est entendante et elle a commencé à apprendre la langue des signes à 6 mois en fait. Et du coup, c'est plutôt maintenant c'est nous qu'on apprend quelques mots pour qu'elle puisse ensuite enseigner les mots en fait aux clients qui arrivent ici pour que les clients puissent apprendre un petit peu la base en langue des signes, comme les premiers mots comme bonjour, merci, bon appétit. C'était bon, manger, c'était bon. Comme chaque jour pendant cette semaine de finale de la Coupe du Monde de ski alpin à Courchevel et Méribel, un point sur les résultats avec le Super G ce jeudi. Et la grande gagnante du jour est l'américaine Mikaela Shiffrin qui, grâce à sa 2e place, remporte officiellement le Gros Globe de Cristal pour la 4e fois de sa carrière. Elle égalise ainsi sa compatriote Lindsey Vonn avec ce nouveau sacre. Coup de chapeau également à la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, victorieuse aujourd'hui sur l'Eclipse. 3 Françaises terminent dans le top 10 avec Tessa Worley 4e, Robin Miradoli 5e et Laura Gaucher 8e. À noter chez les hommes le doublé de l'Autrichien Vincent Kriechmeier qui remporte le Super G 24 heures après sa victoire en descente. Les Suisses Marco Odermatt et Gino Caviezel complètent le podium. Les Français Mathieu Bellé et Alexis Pinturo terminent respectivement 6e et 8e. Et puis en marge de ces finales, Anne-Chantal Pigelet-Grévy, la présidente de la Fédération française de ski, a annoncé le nom du nouveau directeur technique national par intérim. Éric Lazzaroni remplacera donc Fabien Saguez à partir du 1er avril prochain. Ces dernières semaines, les relations entre la présidente de la FFS et le futur ex-DTN s'étaient détériorées. Ils pourraient d'ailleurs se retrouver face à face le 4 juin lors de l'élection de la présidence de la Fédération. On passe à présent à mon invité. On va continuer de parler ski et sport d'hiver avec mon invité du soir, Hélène Madec. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Megève et votre station a une très grosse actualité pour cette fin de semaine. Exactement. On est super excités, super contents et ça commence demain. On a notamment les finales de la Coupe du Monde de ski de boss. Justement, vous venez de le dire, ça commence ce vendredi avec ces finales de cette Coupe du Monde de ski de boss. Qu'est-ce que ça représente pour la station de Megève ? Alors c'est pas rien, déjà c'est une discipline qui nous tient particulièrement à cœur, du fait de l'historique qu'on a de lien avec cette discipline. Puis on a quand même les 30 meilleurs au classement général qui concourent demain pour savoir qui aura ce cristal en main demain soir. Donc on est super heureux. En plus, on a 3 Français en lice. On a quand même Perrine Lafont, on a Ben Cavet, puis on a la locale de l'étape qui est Camille Cabrol. Donc on espère qu'ils feront sur le podium ou un top 10. Comment est-ce que vous vous êtes positionné pour faire acte de candidature pour accueillir cette finale ? Alors, cette candidature, c'est quelque chose qui doit se faire en bonne synergie avec tous les acteurs du territoire. Et ça passe notamment par le club des sports de Megève, avec le soutien de la mairie, de son office de tourisme, s'assurer que les remontées mécaniques sont dans la boucle, le SF, etc. Donc voilà, c'est tout un territoire qui est derrière, comme je disais, cette discipline qui nous tient bien à cœur. Et en plus, on a une spécificité, c'est ce qui a été quand même le plus lourd en logistique, c'est que la finale des singles demain soir sera en nocturne. Donc c'est pas rien. Ça rajouterait un côté spectaculaire. Ouais, ça va être incroyable. Organiser une étape de Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose de grandiose. Mais là, ce sont les finales avec, vous l'avez dit, des enjeux pour les globes. C'est une vraie chance ? Alors, c'est une vraie chance que ça se passe à la maison. Comme on dit, on va faire le show. C'est quand même une discipline qui est spectaculaire. Et de se dire que les Français vont pouvoir concourir à la maison, ça va être énorme. En plus, c'est une piste qui est très scénique. C'est-à-dire qu'on a un accès qui est facile par les remontées mécaniques. Donc, il y a tous les spectateurs autour. Donc, on va tous pouvoir être derrière eux et puis les porter. Et en espérant que ce soit le plus beau show possible avec les meilleurs résultats à la fin. En parallèle de cette Coupe du Monde, vous organisez également le back-to-back free ski invitationnel après 2 éditions annulées. De quoi s'agit-il ?
Alors à Megem, on aime bien voir les choses en grand. Et quand on dit ski freestyle, il y a plusieurs disciplines. Il y a le ski de boss dont on vient de parler, mais il y a aussi le backcountry, il y a aussi le ski base jump, il y a le speed riding. Donc en gros, le back-to-back, ça va se dérouler de vendredi à dimanche et on aura plusieurs épreuves. Donc côté backcountry, on a samedi une épreuve où on a parmi les plus grands pro-riders internationaux qui seront là, dont le Finlandais Antti Ollila. On aura la championne olympique de 2018, Sarah Olfin, qui sera là. On aura Ben Vurati. Donc en gros, ça veut dire quoi? Vous imaginez un gros snowpark éphémère dans la montagne, à côté des pistes. On a un enchaînement de 7 stows, en tant qu'à 6 et le 7e plus loin. Et là, il n'y a plus de règles. Enfin, si la règle, c'est plus je fais un gros saut impressionnant et plus je marque des points. Donc ça promet un grand spectacle. Ça, c'est une des épreuves. Mais je vous disais, il y a aussi le ski base jump. Et on a notre super Frenchie, Mathias Giraud, que vous connaissez peut-être, qui est quand même détenteur du plus haut ski au monde, du plus haut saut de ski base jump au monde. Et qui va nous faire un beau show samedi matin, un saut de l'aiguille décroche. Donc ça va être d'anthologie, avec une surprise demain soir, si la météo nous le permet, on ne vous en dit pas plus, et avec ces acolytes qui vont accompagner tout ça en speed riding, Vincent Leduc qui sera là notamment, et Tim Alongi. Donc un gros spectacle en perspective. Donc, et puis dimanche, un bank slalom. Exactement, ce que j'allais dire. Pourquoi venir? Parce que je vous l'ai dit, voilà, gros spectacle. En plus des remontées mécaniques qui sont gratuites à la Côte 2000, des navettes gratuites aussi. Enfin voilà, c'est l'idée que les pros et le grand public se côtoient. Et on voulait que tout le monde puisse se prêter au jeu. Et on aura donc ce bank slalom dimanche, où là, les pros et les amateurs pourront concourir ensemble, organisé par l'ESF, en synergie avec Back to Back et la Coupe du Monde. Et il y aura des lots à gagner, et pas que pour les meilleurs, puisque l'idée, c'était quand même que tout le monde s'y retrouve. Donc ce sera un tirage au sort. Et puis il y aura plein d'autres animations. Il y a un écran géant pour suivre la course en direct. Il y aura des tests de matériel. Il y aura du trampoline, une mini-rampe de skate, etc. Donc voilà, gros week-end spectacle. Où est-ce que ça va se passer très précisément à Megève? Différents sites. Ça se passe sur le point le plus haut d'accès départ des pistes, donc c'est sur la Côte 2000. Donc comme on dit, on peut se garer dans le centre de Megève. Après, il y a des navettes gratuites qui vous emmènent. Et là, vous arrivez sur un plateau magnifique, parce que voilà, le côté scénique de la chose est impressionnant. Vous êtes au pied justement des croches, vous êtes à 1500 mètres, et puis là, vous voyez tout le spectacle, c'est magnifique. Voilà, tout enneigé. Vous avez mis en place une charte environnementale pour ces 3 jours presque de festival, d'animation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Alors de toute façon, le village de Megève est engagé dans une démarche responsable qui s'appelle Flocon Vert, d'où les skibus, on en parlait, qui roulent au gaz naturel. Voilà, on a plein d'événements comme ça, on développe le vélo à fond. Et notamment dans le cadre de ces événements, on exige toujours, puisque c'est porté par des associations, le Club des Sports et puis les frères Collet, Sandy Andy, qui sont aux manettes de Back to Back. Et donc du coup, notamment, tout le shaping, quand je vous parlais au niveau du backcountry, d'un grand snowpark géant, en fait, il est quasiment shapé. Il y a 20% de machines dessus. Le bank slalom, il est tout shapé à la main. Enfin voilà, c'est des eco-cups. Enfin voilà, il y a plein de. Les bâtons qu'utilise Mathias Giraud, ils sont en bambou, il me semble, parce que justement, il est obligé de les laisser avant de sauter. Donc voilà, on a vraiment à cœur de raconter l'histoire telle qu'elle est et telle qu'on la veut, et puis de faire en sorte que le village s'inscrive dans une démarche responsable. Dernière question, Hélène Madec. Quel bilan provisoire, parce que la saison n'est pas encore terminée, vous pouvez tirer de cette saison hivernale du côté de Megève? Alors en effet, la saison continue, puisque du coup, les remontées mécaniques fermeront le 18 avril. Donc il reste encore un bon bout, et puis on va essayer de faire durer l'hiver le plus longtemps possible. La directrice de l'office de tourisme que je suis est tout simplement ravie. On a fait une excellente saison sur un hiver comme on les aime. Il y avait une neige incroyable, un soleil radieux. Toutes les activités ont pu être débloquées au fur et à mesure de la saison avec l'allègement des protocoles. On est concrètement en avance par rapport à 2019-2020, qui était déjà une très bonne saison à bon cru. Les vacanciers étaient là, étaient contents. Enfin voilà, il y avait une belle énergie. On était contents de retrouver les hivers comme on les aime. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Bon week-end, plein d'animations. Merci beaucoup. Vous serez avec nous? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on prendra des nouvelles. On compte sur vous. Et tous les pros ont besoin de vous et se sentir soutenus et aller chercher les bonnes places qu'il faut demain et après-demain. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. On vient de le voir, la saison d'hiver n'est pas tout à fait terminée. Elle se poursuit même jusqu'à la fin du mois d'avril dans une grande majorité de stations. Nous avons tout de même demandé un premier bilan au président de France Montagne. L'association fédère de nombreuses stations françaises et en assure la promotion. D'après Jean-Luc Bock, cet hiver pourrait bien battre des records de fréquentation et de chiffre d'affaires. Je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions de Victoria Lopez.
On va attendre la fin de la saison donc, et le printemps du ski et tout ce qui peut encore être mis en avant par les stations qui restent ouvertes jusqu'à fin avril pour tirer une conclusion et un bilan. Mais les premiers chiffres sont extrêmement encourageants. On s'est rendu compte que les Français sont venus en masse, que les internationaux, surtout les destinations de proximité, sont venues très nombreuses. On parle de la clientèle néerlandaise, on parle de la clientèle belge et bien entendu des Britanniques à partir du moment où ils ont pu revenir en France. En ce qui concerne le mois de mars, on se rend compte que les réservations sont là, que la clientèle est présente, qu'il y a du monde et qu'au mois d'avril, ça frémit, oui, ça frémit positivement. Il y a des réservations, il y a du monde. Et souvent, on le sait, au mois d'avril, c'est plutôt la clientèle qui a déjà eu l'occasion de venir dans l'hiver pour skier, qui a tellement un manque, une envie, une motivation qu'ils sont là pour revenir au printemps et surtout au mois d'avril. Mais on en tirera une conclusion lorsque la saison sera finie. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vivre une très bonne saison d'hiver, voire peut-être une saison exceptionnelle. On arrive à la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite au 4e et dernier épisode de Panorama. L'émission est inédite cette semaine et elle est consacrée au Pays de Gex et à la station de Montjura. Focus sur le château de Voltaire ce jeudi. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi avec grand plaisir pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc.